mon sens, il y a deux choses qui ne marchent toujours pas. La première, c'est la doctrine vis-à-vis du surendettement. Vous savez que la doctrine européenne vis-à-vis des problèmes de dette, c'est pas de monétisation, pas de renflouement, pas de restructuration. Et donc, ça veut dire qu'on croit dur comme fer à un ajustement entièrement par l'ajustement budgétaire. Et donc, on a le problème là, concrètement aujourd'hui en Grèce et on essaye de faire semblant qu'il n'y a pas de contradiction. Mais en fait, il va bien falloir faire évoluer cette doctrine. D'ailleurs, de facto, en fait, elle a un peu déjà évolué. Et la deuxième chose qui ne fonctionne pas, c'est la coordination des politiques économiques. Le pacte de stabilité ne fonctionne pas vraiment. Et ce qui ne fonctionne carrément pas du tout, c'est la coordination des autres politiques économiques et ce qu'on appelle la procédure pour déséquilibre macroéconomique, le semestre européen. Tout ça a été alourdi de tas de trucs qui ne devraient pas être dedans, et ce qui fait que c'est incompréhensible et finalement, ça ne marche pas. Et on se retrouve en zone euro avec un problème qui avait été identifié depuis longtemps, qui est le biais déflationniste, le fait que seuls les pays en déficit ont une pression pour s'ajuster, pas les pays en excédent, et du coup, on a un biais déflationniste, comme sous les talons or. Alors, c'est un peu regrettable, parce qu'on avait fait l'euro justement pour s'affranchir d'un certain nombre de contraintes, et on se retrouve dans la même situation. Alors, par rapport à ça, que faire? On peut s'acharner à essayer de coordonner les politiques économiques, et on peut être pour. Il y a un risque que ça ne fonctionne jamais, parce que les pays sont très jaloux de leur souveraineté. Et donc, d'où la question de intégrer un peu plus de politique économique, hein, non pas parce qu'on a envie nécessairement de faire une fédération, mais parce qu'on se rend compte que la coordination ne marche pas. Et de ce point de vue, on est peut-être en train de rejouer aujourd'hui l'union monétaire. Rappelez-vous, le système monétaire européen, c'est une coordination des politiques monétaires qui a échoué. On a tendance à oublier aujourd'hui qu'elle a échoué. Ça s'est terminé par des crises violentes. Et on a fait l'intégration monétaire, justement pour éviter les problèmes de coordination. Est-ce qu'on n'en est pas aujourd'hui à se demander si l'échec de la coordination des politiques budgétaires n'appelle pas une intégration partielle des politiques budgétaires par le biais d'un budget de la zone euro? Moi, c'est comme ça que je présenterai le problème. Alors, aujourd'hui, la difficulté, c'est qu'on est face à non seulement des problèmes politiques qui ne sont pas mon sujet aujourd'hui, mais à des divergences idéologiques, y compris par les économistes, et notamment entre l'Allemagne et la France, ou pour être méchante, je dirais l'Allemagne et le reste du monde. Ces divergences idéologiques, ça ne porte pas seulement sur des sujets classiques comme règles versus discrétion. Hein. Est-ce qu'on doit mettre la politique économique en pilotage automatique, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait de la place pour des décisions par des assemblées compétentes? Ça porte aussi tout bêtement sur la taille ou même le signe du multiplicateur keynésien. Peut-être Claire va en parler dans un instant. Ça porte aussi sur qu'est-ce que c'est que la signification d'un solde extérieur, un excédent extérieur. Est-ce que c'est le signe d'une bonne compétitivité, ou est-ce que c'est le signe, au contraire, d'un dysfonctionnement? Quel est le sens des déficits extérieurs au sein d'une union monétaire? Ces divergences, ça porte même sur des notions très profondes comme la stabilité. Vous savez que les Allemands ont fait l'euro à condition que ce soit une monnaie stable. Mais qu'est-ce que ça veut dire stabilité? Hein, on ne s'est jamais vraiment posé la question, fondamentalement, qu'est-ce que ça veut dire stabilité dans l'union monétaire? On n'a probablement pas la même idée en tête de qu'est-ce que c'est que la stabilité, qu'est-ce que c'est que la convergence également. Donc je pense qu'il y a des sujets vraiment de fond, et ce qui me rend un peu circonspecte par rapport aux possibilités de progresser. Et notamment, je pense qu'en termes pratiques, pour la France, ça veut dire choisir ses combats. On ne va pas convaincre les Allemands d'un fonctionnement différent de l'économie que ce qu'ils ont en tête. Et on ne va pas les convaincre. Et donc, la seule possibilité d'avancer, c'est de faire du donnant-donnant. Et donc, ça veut dire choisir ses combats. Et on ne pourra pas tout avoir. Donc, il faut hiérarchiser. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que c'est de pouvoir faire plus de déficit? Est-ce que c'est de faire de l'harmonisation fiscale? Est-ce que c'est d'avoir plus de coordination des politiques, par exemple, vis-à-vis du coût du travail? Donc, je pense que c'est ça, c'est très important dans les mois à venir de choisir ces combats. Je termine un mot sur l'Union européenne, puisque c'est le sujet du jour, hein, avec les déclarations qu'on attend du côté de la Theresa May. Je pense que, et là on va bientôt publier au CAE sur le sujet,
On a un modèle européen qui est en panne. Pourquoi? Parce que le modèle, c'est de dire l'intégration européenne, la politique européenne, c'est de faire grossir la taille du gâteau, hein, le marché unique. Le but, c'était d'augmenter la productivité, d'augmenter la taille du gâteau. Et puis ensuite, les États membres, débrouillez-vous pour répartir le gâteau au mieux. Et notamment, si vous avez des perdants, de faire en sorte qu'ils ne soient pas perdants. Après, redistribution. Et on voit que ça ne marche pas, premièrement parce que la croissance est en panne d'un côté, et donc l'Europe ne paraît plus efficace pour apporter la croissance, et puis d'autre part, les États ont beaucoup de mal à répartir mieux le gâteau, ils ont tendance à échouer. Et donc la question aujourd'hui, c'est quel est le bon niveau d'intervention européen? Est-ce qu'on reste sur un modèle de subsidiarité? Et si on reste sur un modèle de subsidiarité, à ce moment-là, il faut que les États soient en capacité de pouvoir effectuer les politiques de redistribution, et donc ça suppose une coordination fiscale et sociale minimale, sinon la base fiscale fiche le camp. Et aujourd'hui, avec les menaces britanniques de créer un paradis fiscal à nos portes, bon, c'est un sujet quand même assez important. Ou alors, il y a un autre modèle qui est de dire l'Union européenne doit elle-même intervenir. Elle ne peut pas éternellement dire c'est pas notre sujet, et elle doit plus intervenir. On sait qu'on a un fonds d'ajustement à la mondialisation européen. Je vous rappelle que le montant de fonds, c'est 150 millions pour 7 ans et pour 28 pays. Donc faites les divisions, et ce n'est pas la peine d'en mettre plus parce que les conditions d'accès sont tellement restrictives que de toute façon, il n'est pas utilisé. Donc la question, c'est est-ce qu'on reste comme ça, ou est-ce qu'on considère que l'Europe devrait aussi aider des bassins d'emploi sinistrés, que ce soit par la mondialisation ou par le progrès technique, ça importe peu, pour se reconvertir pendant des durées limitées, bien évidemment, il ne faut pas que se dérente. Mais voilà, ça c'est des questions assez fondamentales que va devoir se poser l'Union européenne.